Bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Télécœur. C'est le dernier de la saison. Débutons en force avec une grande collecte pour la santé mentale. C'est la grande collecte pour la santé mentale à l'occasion de la Semaine pour la santé mentale à Nicolet. On en discute avec deux organismes présents lors de l'événement. On est un organisme qui vient en aide aux membres de l'entourage d'une personne qui vit avec une problématique de santé mentale. On dessert le territoire de Bécancour, Nicolet, Yamaska. La Chrysalide, on est un centre de crise. Dans le fond, nous, on accueille des gens qui vivent une situation difficile, qui ont besoin de prendre un répit dans leur situation. On offre de l'hébergement temporaire. On couvre les MRC de Bécancour, Nicolet, Yamaska et aussi toute la Mauricie. On est trois organismes. Donc, notre collègue Marie-Ève, qui est directrice de la Traverse du Sentier, va arriver plus tard aujourd'hui. La Traverse du Sentier, c'est un milieu de vie en santé mentale. Donc, c'est un endroit où les gens peuvent venir faire des activités pour prendre soin de leur santé mentale. Et là, aujourd'hui, on a un événement à Nicolet, au coin des rues Éloi de Grandmont et boulevard Louis Fréchette, pardon. Et c'est une grande collecte, en fait. Oui, bien en fait, c'est ça. C'est la 4e année qu'on tient notre grande collecte annuelle durant la Semaine de la santé mentale. Cette année, on l'a devancé là, de quelques jours, là, étant donné que ça tombait mieux comme ça. Mais oui, c'est un événement qu'on a décidé de faire en partenariat là, depuis 4 ans. Les fonds vont servir à quoi exactement? Dans le fond, on invite les gens à nous aider à remplir nos missions. Donc, cet argent-là, on le partage entre les trois organismes. C'est directement pour nous aider aux activités qu'on offre aux gens qui viennent chercher des services chez nous. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus de nos jours pour sensibiliser encore plus la population aux situations de santé mentale, justement? Bien, c'est de faire de la prévention, faire de la promotion, faire connaître davantage nos services là, à la population. C'est à ça que ça sert la journée aujourd'hui. Oui, on ramasse des sous, mais aussi pour faire connaître nos organismes. À chaque passant, on leur remet un petit coupon avec les coordonnées de nos organismes. Donc, comme ça, les gens savent qu'on existe, savent qu'on est là. On en profite dans les quelques minutes où on interagit avec eux pour leur parler un petit peu de nous, leur dire que tout le monde a une santé mentale, que c'est important d'en prendre soin. Si jamais ils ont des besoins, bien, on est toujours là pour leur donner un coup de main. J'imagine que ces services-là sont offerts autant aux gens qui ont des problèmes de santé mentale et ceux qui les entourent. Tout à fait. T'sais, nous, à la Chrysalide, ça s'adresse vraiment à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir un diagnostic en santé mentale. Tout le monde a une santé mentale, donc tout le monde est à risque de vivre une situation difficile. Ça arrive plus souvent aux gens qui peuvent avoir des difficultés au niveau de leur santé mentale, mais leurs proches aussi vivent des moments difficiles et peuvent venir. Puis je passerai la parole à Martine, qui, elle, son organisme est dédié directement aux proches de la personne atteinte. Ils viennent chercher des services dans notre organisme pour leurs proches, vivent aussi des situations là, avec la santé mentale. Donc, on les épaule, mais c'est pas notre mission nécessairement là, de venir en aide là, pour leurs besoins avec leur santé mentale, mais plutôt avec leurs proches. Est-ce qu'on a un montant qui est visé aujourd'hui? Non, c'est sûr qu'on espère toujours avoir plus que l'année précédente, mais on sait que quand il pleut, c'est toujours embêtant. Soit les gens ils veulent pas nous ouvrir la fenêtre, soit ils ont pitié de nous puis ils sont plus généreux. Mais chaque petit don est important. Puis nous, comme je le disais tantôt, c'est surtout la promotion de nos organismes qui compte aujourd'hui. Dans le prochain reportage, on met en lumière le comité de développement social et collectif de la MRC de Bécancour. Bonjour, Johan Lebel-Gaudreau. Je suis agent de développement social et communautaire à la CDC de la MRC de Bécancour et je coordonne depuis 1 an et demi environ la démarche territoriale en développement social sur le territoire de la MRC de Bécancour. La démarche territoriale en développement social, c'est avant tout une démarche collective qui vise à mettre en place des actions pour répondre réellement aux problèmes et aux enjeux vécus sur notre territoire. C'est une démarche qui est tributaire avant tout de la diversité de ses partenaires, qui, eux, décident de s'impliquer volontairement. Généralement, on va penser automatiquement aux organismes communautaires qui vont être appelés souvent à porter les projets qui vont découler de la démarche puis de la planification stratégique, mais on travaille beaucoup en collaboration avec les institutions, des instances publiques. Je pense à la MRC d'ailleurs qui nous accompagne, qui nous soutiennent, puis il y a aussi les municipalités, il y a le CIUS, le Centre de services scolaires. Donc on a une multitude de partenaires différents qui vont, eux, apporter leur boîte à outils, leur expertise
pour répondre à un problème, répondre à une problématique qu'on a observée sur notre territoire. Donc, on cumule toute cette force-là, puis on développe une approche globale qui va au final accroître notre capacité d'agir ensemble. Pourquoi c'est important pour une MRC comme celle de Bécancour d'avoir une telle démarche? C'est parce que notre territoire n'est pas exempt des conséquences du contexte économique actuel. On a des membres chez nous qui nous rapportent que de plus en plus de salariés qui viennent chercher de l'aide pour subvenir à leurs besoins de base. Donc des travailleurs qui viennent, qui utilisent, qui font usage des services d'aide de dépannage alimentaire. Donc on n'est plus au même niveau qu'il y a de ça quelques années. Notamment parce que le prix du panier a augmenté davantage sur notre territoire que dans bien des centres à travers le Québec, bien des centres urbains à travers le Québec, mais aussi parce que le prix moyen des loyers disponibles a augmenté de façon drastique sur notre territoire au cours des dernières années. Donc c'est un défi qui dépasse largement la capacité d'agir d'un seul organisme communautaire. Normalement, les organismes communautaires vont rejoindre en général entre 200 et 400 personnes par année. Mais le besoin est beaucoup plus grand que cela, est beaucoup plus criant. C'est pourquoi que le milieu, finalement, a pris en charge de développer une manière de travailler, de se concerter pour accroître, finalement, comme je disais plus tôt, notre capacité d'agir. Donc, c'est à travers une démarche en développement social qu'on est en mesure de répondre aux problèmes que je vous ai nommés plus tôt. Le rôle de la CDC au sein de cette démarche, c'est finalement de coordonner l'ensemble de cette mobilisation-là. Donc, de s'assurer que l'évolution de la démarche suive les balises du plan d'action concerté qui a été mis en place par les différents partenaires. Depuis 2024, on a consulté plus d'une centaine de partenaires qui, eux, nous ont fait part de leurs observations, de ce qu'ils vivent sur le terrain. Puis nous, en fait, notre rôle, c'est de s'assurer que les plans d'action, les solutions proposées, finalement, incarnent leurs recommandations. On a décidé d'aborder ces enjeux-là à travers 4 chantiers en développement social, des chantiers qui ont été déterminés par les observations de nos différents partenaires. Donc, on a un chantier en sécurité alimentaire et en système alimentaire durable. On a un chantier qui s'attarde aux enjeux relatifs au logement, qui est le chantier en habitation. Le chantier Synergie Jeunesse, pour tous les enjeux qui sont relatifs aux jeunes, et puis un chantier en résilience communautaire au changement climatique, qui sera d'ailleurs porté dans les prochaines semaines par la MRC elle-même, qui met en place son plan climat, en fait, les démarches de son plan climat cette année. Donc, nous, ce qu'on doit faire à ce moment-là, comment on le fait, c'est qu'on apporte un soutien aux porteurs de projets. On met en relation les différents partenaires lorsqu'il y a un besoin qui est identifié par soit le milieu, soit nous-mêmes. Et puis, on coordonne justement ces chantiers-là pour mener à bien, comme je disais plus tôt, les projets qui seront et les solutions qui seront proposées par les gens du milieu. Les prochaines étapes là, qui s'en viennent sont multiples. D'abord, on vient de terminer justement le plan d'action, la planification stratégique 2025-2029. Donc, évidemment qu'on va mettre en branle les différentes solutions qui vont en découler. C'est-à-dire des solutions qui vont viser à faciliter l'accès aux services spécialisés au développement global des petits. On veut renforcer ou faciliter l'accès à la propriété sur le territoire de la MRC. On veut bonifier les services d'aide alimentaire qui sont insuffisants pour l'instant pour répondre aux besoins, comme je le nommais plus tôt. Mais on va aussi travailler à outiller ou à sensibiliser les populations vulnérables à faire face finalement aux aléas des changements climatiques. Donc, vous comprendrez qu'on est en processus d'idéation, si je peux me permettre. On est vraiment on baigne là, dans la concertation, dans la réflexion. Donc, c'est ce qui va animer nos prochaines rencontres, nos prochains mois. Mais par la suite, j'ose espérer que vous aurez vous entendrez davantage parler de nous lorsque nos projets vont se concrétiser dans l'avenir au cours des prochains mois. Si un organisme ou un citoyen désire s'impliquer, je pense que la première chose à faire, c'est d'être un citoyen informé. C'est selon moi la base de la participation citoyenne, c'est-à-dire de connaître ce qui se fait sur le territoire pour être en mesure finalement de mieux outiller pour améliorer la qualité de vie de notre communauté. Cela dit, la meilleure façon de le faire, d'après moi, c'est commencer par nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Vous allez entendre parler de nous, vous allez entendre parler de la démarche en développement social, mais vous pouvez suivre aussi nos différents partenaires qui ont eux aussi un moyen de vous rejoindre, notamment la MRC ou les organismes membres chez nous. Un bon point de départ, c'est d'aller sur notre site Internet où vous trouverez le répertoire des différents organismes communautaires sur le territoire de la MRC. Mais je dirais aussi, même les journaux municipaux de vos différents secteurs sont des bons points de départ. On va travailler avec eux pour justement faire circuler l'information.
Cela dit aussi, si vous voulez vous engager davantage, une fois que vous serez un citoyen informé, vous pouvez nous appeler directement à la CDC, vous pouvez m'appeler au bureau, puis on pourra vous orienter, puis voir ce qu'on peut faire, évidemment. La planification stratégique en développement social 2025-2029, c'est en fait la plus grande mobilisation en développement social sur le territoire de la MRC de Bécancour depuis ses premiers balbutiements. Je pense que c'est parce que les gens croient à l'impact de la démarche. On n'a qu'à regarder finalement les résultats de la précédente planification, des gens qui ont travaillé avant nous, avant moi. On voit en fait que c'est une représentation tangible de l'importance d'accorder du temps puis d'investir de l'énergie, des ressources dans ces espaces de consultation collective parce que ça amène des résultats. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire là, pour les 4 prochaines années de notre mandat. Puis on espère pouvoir finalement améliorer la qualité de vie de tous nos concitoyens. On parle maintenant d'immigration à Bécancour où on reconnaît l'implication des bénévoles lors d'un dîner reconnaissance. Samedi 25 avril 2026, je me trouve à Sainte-Françoise devant la salle multifonctionnelle pour aller assister à une cérémonie de reconnaissance des immigrants bénévoles. Voici mes entrevues à ce sujet. Aujourd'hui, en fait, c'est l'activité reconnaissance aux bénévoles. Donc, c'est organisé par le pays, qui est notre organisme d'accueil et d'intégration sur le territoire, et la MRC de Bécancour, qui va, elle, reconnaître des bénévoles pour leur mobilisation citoyenne et leur implication auprès des personnes immigrantes. À quel point c'est important pour la MRC de Bécancour un événement comme celui-ci? Bien, c'est important parce que, premièrement, on veut montrer notre intérêt à reconnaître l'apport positif des personnes immigrantes sur notre territoire. On veut aussi faire comprendre que l'intégration, ça se vit ensemble, c'est nos milieux de vie dans leur communauté qui contribuent à ce que ces personnes-là se sentent bien chez nous. Dans un contexte de vitalité économique qui est difficile, c'est très important de pouvoir retenir ces personnes-là pour que ça s'établisse durablement. Donc, l'accueil avec nos citoyens, c'est hyper important. Et on le voit, là, tantôt je suis arrivée, les gens vous saluent, donc il y a un lien qui est créé quand même. Oui, on est très terrain. Le pays encore plus que moi parce qu'il s'agit de l'accompagnement puis du soutien vraiment à l'individu. La MRC, dans son mandat, elle, c'est sensibiliser la population à l'importance de la contribution des personnes immigrantes sur le territoire, mais je suis amenée quand même à faire beaucoup d'activités avec toutes ces personnes-là. Fait que c'est sûr que le lien se fait facilement, puis je suis très contente de pouvoir toutes les voir aujourd'hui, puis qu'on puisse célébrer un peu leur moment, eux autres, tous ensemble. Mon nom est Nathalie Bory. Je travaille pour la MRC de Bécancour. Il y en a qui m'ont déjà vu dans leur maison ou dans d'autres activités. Je m'occupe du plan d'action en immigration. Et aujourd'hui, le pays m'a permis de venir vous voir. Aujourd'hui, en reconnaissance de leur engagement exceptionnel et de leur contribution précieuse auprès des personnes immigrantes, par leur générosité, leur écoute et leur présence, il y a des personnes ici qui contribuent spécialement et concrètement à créer des liens, à favoriser l'intégration pour vous toutes et tous et à enrichir surtout notre communauté. Donc, au nom de la MRC et avec la participation du ministère de l'Immigration, de la Francisation, de l'Intégration, il me fait plaisir aujourd'hui de remettre à 4 personnes de notre communauté un certificat de reconnaissance pour leur implication et leur mobilisation citoyenne. Hommage tout spécial à Etelvina, qui a franchi nos portes il y a un petit peu plus d'1 an. Nous l'avons rencontrée pour la première fois lors de la vente des manteaux, alors qu'elle venait avec ses enfants. Sa fille Curly, où est-elle? Elle est là! Agissait comme traductrice parce qu'Etelvina parlait très peu français à ce moment-là. Maintenant, c'est une championne. Malgré la barrière de la langue, une chose était déjà évidente, son envie de redonner et de s'impliquer. Dès les semaines suivantes, Etelvina, elle est devenue bénévole à la friperie, où elle aidait à placer les vêtements avec l'appui des employés et des autres bénévoles. À l'époque, on s'aidait comme on pouvait et Google Traduction faisait presque partie de l'équipe, ce qui est sûrement le cas pour plusieurs de vous. Au fil des mois,
nous avons eu le privilège de la voir évoluer, gagner en confiance, développer son français et prendre pleinement sa place. Elle a même participé à l'autre vente de manteaux après, comme bénévole, en contribuant à l'accueil et à la traduction. Hein? Lorsqu'Etelvina nous a partagé son désir de trouver un emploi, c'est sans hésitation que nous l'avons recommandé. Son implication bénévole mettait en lumière ses nombreuses qualités. C'est aussi un bel exemple qu'en s'impliquant dans la communauté, on peut créer de réelles opportunités. Depuis, elle travaille à l'endroit, au restaurant. Hein? Au restaurant. Plus tard, elle nous a aussi exprimé son souhait de cuisiner avec nous pour les activités. Alors, on a eu la chance d'offrir une soupe colombienne à plus de 60 personnes. Ça fait beaucoup de soupe. Elle a été tellement appréciée, il a fallu gratter le fond du chaudron pour que les gens en aient encore. Et Telvina a aussi animé un atelier culinaire colombien pour un petit groupe. Au-delà de son implication, Elvina nous a ouvert son cœur et sa culture. Mon Dieu, j'ai une petite émotion. À travers sa passion pour la cuisine, elle nous a fait découvrir les saveurs, les traditions et surtout un grand esprit de partage. Son parcours démontre à quel point le bénévolat peut être un puissant levier d'intégration et d'apprentissage du français. À Entraide Bécancour, nous croyons en l'importance d'offrir un milieu accueillant et ouvert à toutes les personnes qui souhaitent apprendre et s'impliquer. Et Telvina est un exemple de courage, de persévérance et de générosité. Elle inspire autant les personnes issues de l'immigration que toute la communauté. Merci de faire partie de notre grande famille. Merci à toi. Bravo, Etelvina! Bravo! Je m'appelle Telvina Miranda Higinio. Je suis de la Colombie. Je suis ici à Canada. J'arrivais le 22 de novembre de 2022. Tu t'impliques dans le milieu, tu fais du bénévolat. Qu'est-ce que tu aimes de faire du bénévolat ici? J'aime beaucoup aider. J'aime beaucoup les personnes aussi. Je pense que c'est bon de... Cuando tu aides, tu apprends chaque chose. Beaucoup de choses s'apprennent tout le temps. Et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les personnes, la gente, j'aime beaucoup faire beaucoup de choses. Je pense que c'est bon. Je ne sais pas les mots corrects, mais c'est complémentaire pour moi. Et j'imagine que ça t'aide à apprendre le français aussi encore plus. Mais oui, c'est apprendre le français. Non, c'est pas facile, mais c'est pas difficile. Mais j'apprends tout le temps. Et ce midi, c'est un bel événement pour vous. Qu'est-ce que vous aimez des rencontres comme ça? J'aime beaucoup, comme je te dis, j'aime beaucoup rencontrer d'autres personnes, se parler, parce qu'il y a ici beaucoup de personnes seules, qui arrivent seules. Moi, j'arrivais ici, mon famille. Mais il y a personnes qui arrivent seules ici, et je sais que c'est très difficile pour, non seulement pour les migrants, aussi también les Québécois aussi. Et c'est bon, comment se dit, comme partager, pour parler. Bonjour, donc moi c'est Nour Fezani, je suis agente d'intégration pour le pays, le projet d'accueil d'intégration solidaire. Donc aujourd'hui ce qui se passe c'est un événement pour souligner l'implication et l'engagement de nos bénévoles. C'est dans la semaine de l'action bénévole, donc c'est un événement où on a voulu remercier l'implication et l'engagement de nos bénévoles. Ils font vraiment la différence par rapport à nos personnes immigrantes. Puis, c'est un appel aussi pour la communauté pour s'impliquer en tant que bénévole, parce que le bénévolat, c'est pas juste donner de son temps, mais c'est vraiment un geste de générosité pour avoir une communauté plus forte. Qu'est-ce que vous pensez qu'un dîner comme ça, un rassemblement leur apporte en ce jour-ci? Ben, on dit toujours que c'est la nourriture qui rassemble le monde. Donc, on a voulu que ça soit une activité où il y aura un partage de nourriture. Moi, c'est Danilo Etiennette et 40 ans. Moi, c'est Mary Joyce. On est originaire de l'île Maurice. Ça fait combien d'années que vous êtes ici dans la région ou au Canada? Moi, ça fait 2 ans. Je suis arrivée en 2023, pardon. Moi, je suis arrivé en 2021. Ça va faire 4 ans, presque 5 ans que je suis ici.
Qu'est-ce que vous aimez de la région ici et qu'est-ce que vous retenez de votre intégration au Canada et dans Bécancour? On aime surtout que c'est une région agricole, c'est à la campagne, ça ressemble beaucoup à chez nous. Après, on a une petite ville, du coup, c'est plus adapté pour une famille. Moi, c'est plus la tranquillité. Les villageois, c'est plus calme au lieu des grands villages, des grandes villes. C'est plus tranquille. J'aime quand c'est tranquille. C'est ça, en premier. Et des événements comme ici ce midi, qu'est-ce que ça vous apporte de participer à ce genre de dîner? Ça nous permet avant tout de partager notre culture à travers la nourriture parce que l'île Maurice, c'est très réputé pour sa nourriture. Du coup, c'est apporter notre nourriture, apporter un partage, apporter un petit peu de notre île aux autres. Et moi, comme je fais de la pâtisserie, ça me permet aussi d'apporter tous les gâteaux que je fais. Pour résumer ce qu'elle a dit, c'est plus pour découvrir les plats des autres. Et c'est un beau mélange, c'est une beau culture québécoise, plein de nationalités qu'il y a autour de ça. Faire une bonne partage, comme on dit. Voilà. Voir des événements comme ça rappelle des souvenirs. Comment on a parti l'organisme, le pays, aussi à la MRC avec les projets et tout. C'est voir ces personnes, ces familles-là intégrées, qui s'intègrent, puis que tout le monde s'implique pour qu'ils s'intègrent bien ici. Ça fait chaud au cœur. Je ne ferai pas une cachette, là. Ça fait quasiment une dizaine d'années, je me rappelais, puis j'étais dans la porte alors, puis j'écoutais les hommages, puis les personnes qui ont donné du temps, des personnes migrantes qui s'impliquent pour accueillir d'autres personnes. Puis on avait fait l'exercice, là, une dizaine d'années, cogner aux portes pour voir les besoins des personnes, des travailleurs. On voulait ramener des familles immigrantes chez nous. Et aujourd'hui, voir le résultat, ça touche, ça vient nous chercher. Puis c'est un travail qu'on a fait, puis je pense qu'on a changé nos milieux de vie. Puis là, on est à Saint-François, mais on pourrait être à Fortierville, Parisville, Deschaillons, on pourrait être partout dans la MRC de Bécancour. Nos personnes immigrantes, c'est des personnes de chez nous, c'est des gens qui s'intègrent très, très bien, puis qui veulent rester, puis qui travaillent beaucoup, puis qui ils font pour leurs enfants. On l'a compris tout de suite en arrivant. Les premières fois qu'on a amené un autobus ici de personnes immigrantes, ils venaient s'établir pour leurs enfants. On a fait un bout du chemin avec eux autres, puis je pense que le résultat est là. On a changé nos milieux, on est rendu là aujourd'hui, on est avant-gardiste à le faire, je crois. Voilà. Et Telvina, est-ce que tu veux lire? Toi, tu veux lire? Moi? Et Telvina, elle a écrit quelque chose pour toi, au nom de tous les élèves aussi. Je vais le lire, puis tu pourras retrouver ton texte ici, pour ne pas l'oublier. Donc, Etelvina, c'est les mots d'Etelvina, imagine, Etelvina. Aujourd'hui est un jour spécial pour nous tous. Nous souhaitons témoigner notre reconnaissance et notre gratitude à une personne très spéciale. Merci infiniment, Monsieur Alain, pour votre patience et votre dévouement. Patience, ah oui. Hein? Nous savons qu'enseigner une nouvelle langue ne se limite pas à apprendre des mots. Il s'agit de nous aider à nous reconstruire. Votre soutien a été inestimable. Merci de nous enseigner avec autant de cœur que d'intelligence. Nous vous apprécions beaucoup. Vous êtes un guide précieux pour beaucoup d'entre nous. Nous vous sommes sincèrement reconnaissants de partager vos connaissances et surtout pour le dévouement que vous mettez dans chacune de vos explications avec amour, Etelvina et tout le groupe. Merci. D'abord, je suis venu sur une invitation. Deuxièmement, ce qui me motive à venir dans des activités comme celle-là, c'est que je rencontre, mes étudiants, où je rencontre aussi étudiantes, et je rencontre aussi des gens que je connaissais, soit que les étudiantes ont leur mari ou leurs maris ont les madames. Alors, ça me permet de les rencontrer. Et aussi de leur dire qu'ils sont bien ici, il faut qu'ils restent ici. Et si la famille a des enfants, ça me fait encore doublement plaisir. Parce que pour moi, les enfants, c'est important. J'ai enseigné. Et puis là, je fais la lecture au primaire. Et puis, j'aime quand il y a des personnes qui sont immigrantes ou des jeunes. J'essaie de les motiver. J'essaie aussi qu'ils demeurent dans notre coin parce qu'on a besoin d'eux pour être capable de garnir les campagnes d'une bonne façon.
Et là, vous avez reçu, à votre grande surprise, un certificat de reconnaissance pour votre implication. Vous, c'est plus au niveau du français, c'est ça? Bien, au niveau du français, mais aussi, ça déborde. Je dis souvent aux Québécois, dans mon coin, tu peux t'impliquer en bénévolat, mais tu peux aussi, quand tu rencontres des personnes immigrantes sur le trottoir, tu peux leur dire bonjour. Et en leur disant bonjour, il va se créer un lien que tu ne peux pas imaginer. Elles vont se sentir en confiance, puis peut-être que la prochaine fois, elles vont continuer plus que le bonjour. Qu'est-ce que ça vous a fait aujourd'hui de recevoir ce certificat-là? Ça me touche vraiment parce que je suis heureux. Je suis vraiment content et heureux parce que des fois, on ne réalise pas tout le bien qu'on peut faire. Puis je pense qu'avec une façon honorifique comme celle-là, eh bien, ça vient un peu mettre un baume sur les activités que moi je fais et que j'aime faire. Et puis que ça réponde comme ça à beaucoup de monde, c'est un plaisir. Plan climat, la MRC de Bécancour se consulte à Sainte-Cécile-de-l'Évrard. Voici mes entrevues sur le sujet. Samedi 23 mai, je me trouve à Sainte-Cécile-de-l'Évrard pour une consultation citoyenne sur le plan climat dans la MRC de Bécancour. C'est pour le climat, hein? Puis moi, j'ai bien aimé ça. C'est dans l'air qu'il n'y ait pas plus de monde, mais on va se le dire. Puis comme j'ai dit tantôt à mon petit discours, j'aimerais bien avoir un résumé de ça, que les citoyens le savent. Dans notre Sicillois ou les autres municipalités qui ont tous des journaux locaux, qu'il y ait un résumé. Puis ça va donner des idées aux autres pour améliorer notre climat. Donc, c'était des tables de discussion? Oui, c'est ça. Puis très bien encadré, avec du monde qui sont déplacés puis qui sont renseignés sur le sujet. Fait que ça a très bien été. De votre point de vue de maire, qu'est-ce qui ressort le plus de cette rencontre-là? Faire attention à n'importe quoi, là, je veux dire, pour améliorer notre sort pour le climat, là, c'est... Chaque personne, s'il ferait un peu de quoi, là, on pourrait l'améliorer un peu, au moins. T'sais. Aujourd'hui, dans le fond, on est venu présenter qu'est-ce que était le plan climat pour la MRC de Bécancour et on nous a expliqué les différentes étapes qui ont été réalisées, ceux à venir et on a fait la consultation publique pour tâter le pouls de la population par rapport aux risques et aux mesures qu'on voudrait implanter dans leur plan climat. Qu'est-ce qui est ressorti des tables de discussion, justement, les grandes lignes? Bien, les gens, ils veulent un partage de l'information. Donc, ce qui a été proposé comme, par exemple, on a pensé à comment partager l'information, la communication. Quand il y a des plans de mesures d'urgence aussi, la sensibilisation, s'il y a des produits, par exemple, biologiques, locaux, saisonniers qui sont disponibles, bon, bien, on veut savoir sont où. Donc, on veut utiliser, par exemple, les réseaux sociaux ou d'autres modes de communication qu'on voudrait amplifier pour partager cette information-là à l'ensemble de la MRC. On a parlé également d'agriculture, hein, j'imagine, parce qu'on est dans un territoire, bien sûr, agricole. Oui, donc il y a des gens qui sont un petit peu inquiets à savoir la disponibilité de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Par exemple, on pourrait proposer des mesures qui utiliser des bassins de rétention pour récupérer une partie de l'eau quand il y a des inondations pour arroser certains terrains. On veut que les produits soient de plus en plus biologiques et on veut créer des espaces verts quand même autour des secteurs et essayer de réduire la monoculture et l'utilisation de pesticides ou de produits non biologiques pour l'agriculture. Pour la suite des choses, comment ça va fonctionner? Bien sûr, il y aura un suivi. Oui, il va y avoir un suivi qui va être fait à la lumière de
la priorisation des mesures. Dans le fond, on a regardé les aléas, les risques sur le territoire, on a pris le pouls de la population, à savoir c'est quoi qui est important pour eux. On a regardé aussi la vulnérabilité sur le secteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prioriser les mesures et éventuellement, on va faire un plan d'action. Autant pour les mesures d'atténuation que d'adaptation. Atténuation, c'est plus pour la réduction des GES. Adaptation, c'est pour adapter le territoire au changement climatique à venir. Donc, on va faire un plan d'action où on va décider quand est-ce qu'il va être la mesure, c'est qui les facteurs, les personnes qui sont impliquées, c'est quoi l'échéancier, c'est quoi les indicateurs de suivi, c'est quoi le coût associé et les subventions qui peuvent être disponibles pour ces mesures-là. En fait, on invite les citoyens à suivre le site Internet de la MRC. On a une page dédiée au plan climat, directement dans les grands chantiers où toutes les étapes sont élaborées, les résultats de consultation également. À vous inscrire à l'infolette de la MRC, toujours là, dans le bas de la page d'accueil du site Internet de la MRC, et nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc sur Facebook. Parce que ce n'est qu'un début, en fait, ça, c'est une des premières étapes. C'est effectivement une des premières étapes. Là, on était plus en adaptation au changement climatique ce matin, là, et atténuation par la suite. Là, on va parler aussi de gestion des gaz à effet de serre dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, on invite les citoyens à demeurer impliqués et il y aura un sondage en ligne qui sera disponible là, très bientôt, donc restez informés. Lynn Richard nous présente maintenant un La vie à Bécancour sur Maurice Richard. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Maurice Richard. Je vous présente à l'instant cet artiste qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. De Monsieur Maurice, tout un parcours professionnel, impressionnant même, je dirais. Écoutez, on parle d'homme politique, on parle de diplômé de l'Institut national des viandes en 1973, on parle d'un ancien propriétaire de marché d'alimentation, un médaillé, on parle de celle du 125e du Canada, on parle aussi d'une médaille commémorative du jubilé de la reine d'Élisabeth II, maintenant de conseiller successeur de l'axe du développement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Écoutez, parlez-moi de cette première tranche parce que vous êtes en plus le guide, un guide qui informe les gens à tous les dimanches dans le trolley. Écoutez, j'ai même eu le bonheur de pouvoir assister à une de ces visites et vous le faites à merveille. Au départ, j'ai commencé, on est dans les années 70, je suis au début de la vingtaine, donc j'ai été élu en fait durant 42 ans. Là. 4 ans conseiller de la ville de Bécancour, 28 ans maire de la ville de Bécancour, 10 ans député à l'Assemblée nationale et 10 ans le PDG de la Société d'État, en fait, haut fonctionnaire. Et maintenant, depuis les 3 dernières années, un moment très intéressant, je suis conseiller auprès de Donald Olivier, qui est le nouveau patron du parc de Bécancour. Et je n'aurais jamais pensé avoir dans mon CV, je suis aussi le guide touristique et de la ville et du parc, donc un guide touristique et industriel. Et comme vous le dites, à faire des voyages tous les fins de semaine pour faire connaître et démystifier le parc de Bécancour. On parle aussi d'un volet artistique quand même assez développé. Qu'est-ce qui vous a conduit à cet univers artistique? Ben, au départ, tout le monde, contrairement à ce qu'on entend, il y a des gens, je ne suis pas du tout bon en dessin. Non, non, on fait tous du dessin avant d'écrire. Ça, c'est ça la réalité. Moi, très jeune, je dessinais, je voulais dessiner, puis j'avais toujours un crayon jaune, un Mirabeau, là. Et ça a commencé très tôt, où à la caisse de l'épicerie familiale, à la caisse, ma grand-mère était caissière, moi j'étais au bout pour emballer et je faisais des dessins sur les sacs de papier aux clientes avec le nom puis les petites notes, je faisais des dessins. En fait, toute ma vie, j'ai minimum là, fait un dessin par jour. Encore aujourd'hui, là, je m'oblige à faire un dessin tous les jours, même si j'ai un atelier chez moi, là, où rapidement j'arrive du bon travail, je peins rapidement, mais je n'ai pas à sortir ça en dessous du lit. C'est toujours prêt et j'ai toujours des cahiers de croquis. Et je fais beaucoup de croquis, avec plaisir d'ailleurs. Parce qu'on parle aussi de voyage. Oui, bien, voyage, ça, j'ai un cahier chacun des voyages. Un cahier avec des dessins qui sont souvent aquarellés, de façon à ce que si dans X années je veux regarder, je visionne et je me rappelle très bien mon voyage, avec souvent des éléments qui sont collés, qui sont... En fait, c'est vraiment un cahier historique
après un voyage. Mais ça, c'est parce qu'il y a une facilité à faire des croquis. D'ailleurs, je fais partie, moi, des croquistes de ville qu'ils appellent des Urban Sketchers, là, et je fais partie, moi, du groupe de Montréal. Il y en a dans toutes les villes principales à travers le monde. Alors, je fais ça, c'est tous les samedis où on va sur un site particulier, puis on est 10, 15, 20 qui font des croquis sur place, et il y a des échanges, ça devient comme un groupe social. Mais moi, c'est l'extension de ma main, c'est l'outil qui est un crayon. Comme d'ailleurs, je suis un amateur de plumes. Moi, toute ma correspondance, j'écris à la plume, à l'encre, tous les jours. Et je suis un collectionneur de plumes. Très intéressant. Et j'ai vu aussi que vous aviez un accessoire très spécial. Oui, une boîte au pouce, c'est européen. Enfin, j'ai acheté ça il y a longtemps en Europe. C'est une petite boîte qu'on tient par le pouce et pour faire des croquis. Et on peut faire de l'aquarelle ou à l'huile ou à l'acrylique, là, dépendamment. Alors donc, c'est pratique, ça se transporte facilement. Et pour petite toile 8-10, là, ou des cartons 8-10. Ça, j'utilise ça depuis des décennies. En fait. Parlez-moi donc de symposium. À symposium, ça, c'est beaucoup de travail. Hein. Symposium, j'en ai fait beaucoup. J'ai même été un des partenaires de départ du symposium au musée. On a 2 musées chez nous, au musée du Moulin-Michel et au musée de biodiversité, où durant 10-15 ans, il y a eu des symposiums. Là, ça a cessé depuis quelques années. J'ai toujours été fervent de ça parce que c'est l'occasion pour permettre à des hommes, des femmes, des artistes de se parler entre eux, d'échanger le technique, d'échanger le matériau. Et ça, c'est... Et surtout, là, à certains moments, là, comme à la fin de l'été, début de l'automne, là, où les artistes se réveillent un peu plus. Je serai d'ailleurs avec plaisir, m'ont demandé d'être président d'honneur d'un symposium qui est le seul en région, je pense, actuellement, au centre, on appelait ça le centre catholique de Nicolet, là, au centre artistique de Nicolet, à côté de la cathédrale, en fait. Et j'y serai. Il y aura des artistes pour 3 jours en novembre prochain. Là, et ça me fait... On m'a demandé d'être président d'honneur. C'était flatteur. Absolument. Je pense que c'est un titre bien mérité à part ça. On parlait de toiles offertes aux organismes. Oui, bien en fait, beaucoup d'organismes ont besoin pour se faire des fonds, on le sait. Alors, ils sollicitent régulièrement des artistes pour offrir gratuitement des toiles. Je le fais, moi, depuis toujours. Et toujours au moins une quinzaine de toiles par année. Je suis obligé, malheureusement, d'en refuser. Là. Mais pour des fondations de la grande région Mauricie-Centre du Québec, encore en fin de semaine, j'ai offert une toile au Musée de la biodiversité, justement. Il y avait une organisation, un bal, un banquet pour faire des fonds. Alors, une de mes toiles a été offerte et je le fais ça avec plaisir parce que c'est une façon de redonner en fait à la société. Vous parliez tantôt, vous avez rencontré une personne en fait qui a découvert une de vos toiles. Je crois que c'était au Mexique. Oui, ben en fait, il y a un jeune couple qui prend rendez-vous avec moi, une histoire rapide, là, et ils arrivent avec une toile. Ils ont dit, nous, on a hérité de la maison de nos parents et on a une toile, ça semble être, c'est signé Maurice Richard, on veut savoir si c'est bien toi le Maurice Richard qui est là-dessus et pourrais-tu l'authentifier? Ouais, je me rappelais pas trop, mais quand j'ai vu la toile, oui, c'est une toile qu'il avait achetée il y a peut-être une trentaine d'années. J'étais à ce moment-là en galerie à Puerto Vallarta au Mexique et oui, j'ai reconnu la toile. Mais ça, c'est flatteur, hein? Parce que je prétends, moi, que les toiles, les choses, c'est vivant. Comme les enfants. Les bébelles, elles sont vivantes, ils leur parlent. Alors, une toile, elle doit toujours être vivante. Et ça arrive régulièrement et c'est flatteur. J'avais dernièrement une amie de Québec, ça fait longtemps qu'elle me demandait, en fait, d'aller visiter son nouveau condo. J'arrive là, un magnifique condo, un toit cathédral. En entrant, il y a un immense château Frontenac avec une petite table puis un bouquet. Je dis, oh boy, you get un beau château Frontenac. Elle tasse le petit bouquet, c'était marqué Maurice Richard. Elle l'avait acheté il y a je ne sais pas combien d'années à Québec, dans une galerie. J'étais en galerie à Québec à ce moment-là. Pas de doute, les toiles sont bien conservées, alors c'est des œuvres assez exceptionnelles. Vous êtes en train de caresser un projet là, présentement. On a chez nous un monsieur Henri Boudreau à Gentilly, là, qui depuis une dizaine d'années reçoit des sculpteurs de partout au Québec, de 7-8 régions du Québec, avec une professeure de Sherbrooke dans le domaine de la sculpture. Et là, depuis quelque temps, je vais suivre des cours de sculpture, ça me plaît. Je n'avais jamais touché vraiment le bois, là, mais c'est intéressant, c'est un beau défi. Et avez-vous d'autres projets qui s'en viennent? Des projets, il y en a tout le temps, parce qu'en fait, le danger qu'on a dans la vie, on le mentionnait tantôt, c'est d'avoir la certitude. Il faut avoir des doutes, il faut toujours relever des défis. Là.
Et moi, c'est plein de projets que j'ai actuellement. Je fabrique moi-même, je dessine des bijoux depuis toujours. Beaucoup de gens qui ont des alliances, c'est des alliances que moi j'ai créées en fait. Et j'ai déjà plusieurs projets pour de futurs bijoux en mars. Mais c'est intéressant. C'est les gens qui viennent vous voir? Oui, ben ça, c'est de bouche à oreille. C'est des gens qui allaient avec Contact Don Maurice Richard. Et une des façons aussi de fabriquer des bijoux, souvent, c'est de récupérer les bijoux. Vous avez votre tiroir dans la chambre là, qui ne sert à rien. Là. La bague de votre père, le jonc de votre mère, la bague que vous aviez quand vous avez été finissante, puis tu n'utiliseras jamais ça parce que c'est plus à la mode, puis ça ne te fait plus. Mais ça, là, tout ça peut être remodelé, puis refaire un bijou qui te plaît, que tu vas porter, une brochette ou un collier. Et là, tu viens de donner une deuxième vie et tu viens de recycler carrément. Et ça rend intéressant et c'est surtout une boîte nouvelle pour tes souvenirs. Pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce qu'on peut vous rejoindre? Ben là, moi, je suis oui, facilement rejoignable parce que je suis au parc de Bécancour quelques jours semaine et mon numéro de téléphone n'est pas confidentiel. C'est le 819-266-3262 qui est mon cellulaire. Et quand le téléphone sonne, je réponds normalement. Et je suis une des personnes qui retourne ses appels toujours dans la même journée. Merci beaucoup, M. Richard. Vous faites rayonner vraiment la culture au cœur de notre communauté de plusieurs façons, avec vos œuvres, avec les visites que vous effectuez et que vous faites avec tellement de cœur et d'humour, parce que c'est tout l'humour que vous mettez au travers de tout ça. Merci, M. Richard, de faire toute cette différence à Bécancour. Continuez votre beau travail. Je retourne ce message-là, parce que le travail que vous faites aussi, faire connaître l'action de notre milieu. Mais c'est un plaisir. Moi, on n'a pas à me convaincre que je suis quelqu'un de Bécancour. Alors, bienvenue au nom de Mme Lucie Allard, Mme la mairesse de Bécancour, et le PDG du parc, M. Donald Olivier, qui sont en fait en charge du fait qu'on fait cette ville. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur. Toujours avec Lynn Richard, mais cette fois-ci, on parle d'elle-même dans son personnage de Mandoline, toujours dans le cadre de la vie à Bécancour. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de présenter Mandoline. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Mandoline? On se rappelle que Mandoline, c'est un personnage de spectacle pour les jeunes de 0 à 6 ans, je pourrais dire. Et en fait, depuis 2008 que j'exerce vraiment ce métier de personnage de scène. Mais là, Mandoline est en train de prendre un virage présentement. Au moment où on se parle ici, là, à la fin de l'année 2025, en fait, tout est en train de basculer. Mandoline, qui devient Mandoline 2.0, va se transférer plus peut-être pour un public pour les aînés. Justement, durant l'année qu'on vient tout juste de vivre, j'ai eu la chance de travailler beaucoup avec la collaboration de la MRC de Bécancour, avec l'offre culturelle des aînés. C'est une formule qui fonctionne vraiment bien. Alors, écoute, c'est pratiquement un nouveau lancement, là. Ça va ressembler à quoi un spectacle plus concrètement? Mais en fait, c'est la formule quand même musicale. Je vais voyager un peu, je te dirais, à travers toutes les époques, parce que ça prend quand même un répertoire adapté pour les aînés, mais aussi un peu des petites tranches d'histoire qui les fait voyager aussi dans leur temps. Qui commémorent aussi des moments qu'ils ont vécus aussi. Donc, je m'inspire un peu à partir des années peut-être 50 et je relate des faits qui se sont passés importants. Fait que durant le spectacle, je raconte cette histoire-là. On a eu aussi, en fait, la chance de pouvoir développer avec la Société acadienne du Port-Royal l'histoire des Acadiens. Alors, j'insère aussi des petites bribes des Acadiens quand ils ont traversé, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Donc, ça devient très culturel, autant au niveau musical, mais
au niveau de l'histoire. Alors, ça devient un plaisir partagé, ça devient une interaction durant le spectacle. Alors, c'est très riche comme contenu. Et justement, la MRC m'annonçait qu'il va y avoir aussi une bonification encore. Je pense qu'ils veulent encore couvrir encore plus large dans l'offre culturelle. Alors, écoute, c'est à suivre vraiment. C'est avec donc Mandoline, va rester Mandoline, mais avec peut-être, tu sais, avec son âge. Donc, Mandoline, c'est ça, s'adresse avec un public beaucoup plus âgé, mais qui devient aussi attrayant. Donc, dans le plaisir, dans l'énergie, donc, parce que c'est quand même ma force de transmettre la joie et le bonheur, fait que ça va continuer dans ce sens-là. Et Mandoline pourra rester aussi dans les bibliothèques. Fait que donc, je vais quand même conserver mon petit public, mon public de 0-5 ans, qui va faire en sorte que ça fait un bel équilibre, mais moins dans le spectacle. Comment on peut faire pour bénéficier de cette belle offre culturelle que Mandoline offre, justement? Bien, en fait, on peut vraiment aller sur ma page Facebook, Mandoline avec un Y, pour pouvoir me trouver plus rapidement. Et je pense absolument que les clients peuvent vraiment m'écrire pour pouvoir bénéficier justement d'une offre, ce partage de la musique via l'histoire et de se raconter. Et là, je parle autant à la mandoline qu'à la line. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier-là? Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'après autant d'années, vous avez encore le goût de faire ça? En fait, c'est vraiment de transmettre le bonheur. Je pense que ma première mission, là, que c'était autant avec les enfants, c'est vraiment le bonheur. Donc, de partager la joie, de pouvoir briser peut-être la solitude, parce qu'on sait quand même, les aînés, souvent en résidence, mais c'est une autre vie qu'ils sont en train de vivre. Donc, je pense que c'est ma mission première. Et je pourrais ajouter aussi que c'est ma façon de contribuer à la culture au cœur de ma communauté bécancouraise que j'apprécie tellement. C'est Marie-Andrée Dupéré pour Télécœur. On vous présente maintenant un troisième et dernier La vie à Bécancour sur l'heure du conte. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière l'heure du conte. 17 bibliothèques de la MRC de Bécancour bénéficient de ce service. Mon invitée aujourd'hui est Mme Estelle Poignant, régisseur art et culture ici dans la ville de Bécancour. Oui, comment ça se passe? En fait, c'est un concept que je qualifierais d'indispensable pour toutes les bibliothèques publiques au Québec et même à l'étranger. C'est pour nous une première approche, un premier contact qu'on fait avec les enfants, avec les familles. Et c'est sûr qu'au cœur de l'aventure, c'est de développer le goût, j'ai même envie de dire l'amour des livres, et de créer ce premier contact avec la bibliothèque et de s'assurer que ça reste ancré tout au long du parcours de l'enfant et puis idéalement aussi en étant jeune adulte. Alors les objectifs de base, c'est de développer la littératie en fait. Donc on parle de l'imaginaire, de découvrir des histoires et ça a un impact aussi sur le développement langagier. Donc ça touche à plusieurs sphères et en plus c'est une activité qui est familiale. C'est très important que papa ou maman soient là et qui vivent ce plaisir, qui développe ensemble ce plaisir de la lecture qui peut être amené après. On vient à la bibliothèque, on assiste à une heure du conte, on est avec d'autres amis aussi, donc on parle de développement social, des prémices de développement social et de repartir avec des livres à la maison et de reproduire ce modèle-là aussi à la maison. Donc ça paraît pas, on a l'impression que c'est une simple activité ludique, puis on a du plaisir à la bibliothèque, mais c'est beaucoup plus porteur que ça et ça permet en fait aux enfants, c'est ce qu'on souhaite, d'essayer qu'il y ait le moins d'inégalités quand ils arrivent à la maternelle et qu'ils aient des compétences, que ce soit langagières, que ce soit sociales, qui sont déjà acquises et qui vont leur permettre de bien débuter leurs années d'enseignement. Absolument. Puis comment ça se passe pour un parent qui aurait de l'intérêt, en fait, pour assister à l'heure du conte?
Ben, c'est très simple. En fait, d'abord, c'est gratuit. Donc, il n'y a absolument aucun coût. Ce qu'on demande, parce qu'on veut s'assurer que ce soit une expérience optimale, donc on a statué qu'à 12 enfants, bien au-delà de ça, ça n'était plus optimal parce qu'il y a une lecture qui dure à peu près une trentaine de minutes. Et sur le thème de la lecture est rattachée une activité qui peut être motrice, qui peut être artistique. Donc, ça prend de l'équipement, ça prend de l'espace. Et on veut vraiment créer un petit moment de cocooning, enrobage, dans la bibliothèque avec papa, maman et avec les livres autour de soi. Donc, en fait, c'est simple, juste à consulter sur becancour.net la programmation. On a la chance de pouvoir accueillir une heure du conte à chaque saison dans chacune des bibliothèques des secteurs de la ville de Bécancour. Donc, on a une douzaine de contes dans l'ensemble d'une année. Il suffit quand même de s'inscrire, bien que ce soit gratuit, mais de nommer la présence. Et ensuite, c'est simple, c'est un petit moment de bonheur qui est à vivre et à partager. Ça fait aussi une belle cohésion sociale, encore une fois, autour du livre. C'est un beau prétexte pour s'initier, développer le goût de la lecture. Et Madame Estelle, on doit aussi mentionner, un collaborateur très important. Oui, un partenaire absolument essentiel et indispensable dans l'aventure, qui est la MRC de Bécancour, en collaboration elle-même avec le ministère de la Culture, dans le cadre de l'entente de développement culturel, et qui permet donc de financer cette série de contes dans l'ensemble de nos bibliothèques sur le territoire de la MRC. On doit absolument souligner la part de nos bénévoles. Oui, puis je vais parler de notre concept ici à Bécancour, mais je pense que c'est à peu près le même qui se reproduit dans les autres bibliothèques. Nous, dans les secteurs, donc en dehors du cadre de la bibliothèque centrale ici même, ce sont des équipes de bénévoles qui opèrent le service de prêt de retour, qui fait le contact avec les usagers, et elles s'impliquent également dans l'accueil des familles les jours où on a une heure du conte dans leur bibliothèque. Donc c'est important parce que on parle aussi de créer un contact, de créer un lien, et ça passe par l'ensemble du personnel de la bibliothèque, dont nos équipes de bénévoles. Madame Estelle, merci à tous ces collaborateurs, en fait, que ce soit bénévoles ou que ce soit financiers, de faire briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. C'est précieux, cet héritage qu'on peut laisser à nos enfants. Tout à fait. Ben, merci à vous aussi, Mandoline, puisque vous êtes notre fidèle conteuse depuis plusieurs années. Vous avez aussi ce dynamisme, cette belle étoile qui brille dans chacun de vos yeux. Et c'est grâce à vous aussi que les enfants ont du bonheur, ont du plaisir à venir à la bibliothèque chaque fois écouter un conte. Je peux vous assurer que c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Avec plaisir, Mandoline. Alors, je suis en compagnie de Mandoline aujourd'hui. Bonjour, Mandoline. Mais un beau bonjour. Ça ressemble à quoi une activité? En fait, le déroulement d'une activité à la bibliothèque. On accueille les familles, la fratrie souvent, même si on mise la clientèle de 0 à 5 ans. Le parent arrive, on a toujours 2 petites chansons pour enclencher l'activité, donc ça apporte vraiment le bonheur au départ. Ensuite, on a le déclencheur du thème. Avec soit un objet ou seulement la page couverture que je présente du livre. Et ensuite, c'est l'heure de l'histoire pour enfin terminer par une activité ou un bricolage. Ce qui fait au total 1 heure de présence à la bibliothèque. À quoi les familles peuvent s'attendre comme expérience? Créer le plaisir avec les livres, de susciter le goût à la lecture. Et ensuite, c'est vraiment une rencontre exclusive où le parent accompagne l'enfant dans l'activité, soit seulement au moment de l'histoire, va pouvoir interagir aussi durant l'heure du conte. C'est vraiment une expérience familiale. Dans tes interventions, quels sont les objectifs d'apprentissage? On parle de la sphère cognitive. Alors, on sait très bien que avec les livres, on peut toucher vraiment le vocabulaire, on touche vraiment la créativité, on peut parler de langage également, on peut parler de motricité. Alors, on touche à plusieurs sphères à travers l'histoire, mais à travers toutes les activités connexes. Alors, c'est vraiment ce qu'on vise et on sait très bien que l'enfant va traverser le voyage des émotions à travers les personnages qu'il puisse rencontrer dans l'histoire. Alors, c'est vraiment très complet quand on raconte une histoire avec les enfants. Et évidemment, je trouve que ce qui est intéressant aussi quand les familles sont présentes,
c'est que ça devient un modèle aussi pour eux. Quand ils arrivent à la maison, ils peuvent vraiment aussi revisiter, en fait, leurs moments qu'ils ont vécu à la bibliothèque. Alors, ça peut être inspirant. À quoi on peut s'attendre pour la prochaine année? La prochaine année, écoute, il y a vraiment présentement une bonification pour l'heure du compte. On est en train de concevoir un passeport du lecteur pour vraiment motiver les enfants à lire de plus en plus, même à la maison, hein, pas juste justement au moment où on vient rencontrer Mandoline dans la bibliothèque. Et on est en train aussi de regarder pour des auteurs, inviter des auteurs, comment ils se sont inspirés pour créer leur propre histoire et le but aussi de faire vivre justement cette expérience avec la jeune clientèle qui puisse vraiment eux aussi peut-être créer une petite histoire bien à eux. Alors c'est notre prochaine année, on est vraiment en train de travailler sur ce beau projet-là. Alors 2026 promet à l'heure du compte. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur. Alors voilà, c'est ce qui met fin à ce tout dernier bulletin de nouvelles de Télécœur de la saison. Merci d'avoir été là avec nous. Et n'ayez crainte, on sera sur le terrain en train de travailler très fort et de préparer les émissions de l'automne. Vous aurez la chance sur nos ondes cet été de voir des rediffusions. Et n'hésitez pas à aller voir nos réseaux sociaux pour justement continuer de vous nourrir de ce qu'on fait ou d'avoir des idées aussi. Vous pouvez me bombarder de courriels et d'appels si ça vous tente pour me donner des suggestions ou commentaires par rapport à la dernière saison et avoir peut-être des idées pour la prochaine saison parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais on est là pour vous accompagner dans vos projets. C'est notre mission de mettre en lumière vos projets, vos organismes, vos organisations. Alors, n'hésitez jamais, vous pouvez le faire au 88 714 2953 et pour ceux qui sont moins à l'aise de parler directement, vous pouvez le faire à nouvelles au pluriel à commercial télécœur.tv et je m'assurerai que tous les commentaires et suggestions se rendront aux bonnes places. En attendant, je vous souhaite un excellent été et merci d'avoir été là avec nous. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir un amende. Tu diras qu'elle porte des pinottes aussi?
avec des bonnes pistachios. Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.